Salut tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas écrit sur ce blog. Il faut dire que je suis étudiant, et même avec le confinement, j'avais toujours des projets à rendre. J'ai d'ailleurs commencé mon stage d'informatique en télétravail la semaine dernière. Je m'enferme dans ma chambre, et je m'obstine parfois tellement à trouver les erreurs dans mon code que je dois souvent bosser jusqu'à tard le soir. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de mes études. J'écris pour espérer me libérer un peu l'esprit de l'expérience que j'ai vécue hier soir. J'en ai encore les mains qui tremblent, et je me demande si cet enfermement ne m'a pas rendu complètement taré. Je vis avec mes 2 frères et mes parents dans une maison à la campagne. Mon père a construit une cabane en bois dans le jardin l'an dernier. Elle est à quelques mètres de la fenêtre de ma chambre. Elle sert de salle de sport. Il y a du matériel comme des poids, un rameur et un tapis de gym. J'avoue que c'est bien pratique, surtout ces temps-ci. Alors j'alterne avec ma mère pour y aller y faire de l'exercice régulièrement. Hier soir, vers 18h, j'ai voulu faire une petite pause dans mon travail. Alors j'ai ouvert ma fenêtre, et j'ai pris une grande aspiration d'air frais. Il venait de pleuvoir, et ça sentait bon dehors. Mais en tournant la tête à gauche, j'ai vu de la lumière filtrant à travers les rideaux tirés de la cabane en bois. Habituellement, à cette heure-ci, on n'allume pas, car le soleil éclaire encore suffisamment la pièce. Mais les nuages lourds de pluie rendaient l'atmosphère sombre, presque sinistre. Derrière les tentures, je me suis soudain aperçu de la silhouette qui s'y tenait debout, immobile. Ça devait être ma mère, cette grande mélomane qui faisait une séance de sport et restait sans bouger le temps de choisir une musique sur son téléphone. Rien de plus normal. Je restais encore quelques secondes à la fenêtre avant de la refermer et de recommencer mon travail. 1 heure plus tard, j'ai décidé d'arrêter ce que j'étais en train de faire et de le remettre à plus tard. Je me sentais étrangement oppressé. J'ai juste ouvert ma porte et depuis ma chambre, j'ai retrouvé les bruits habituels de la maison. Mon petit frère tapant frénétiquement sur son clavier, mon grand frère gueulant à plein poumon dans son casque pendant une partie en ligne avec ses potes, et mon père en train de jouer sur son téléphone. Aucun signe de ma mère. Elle était probablement encore dans la cabane. Avant de me rasseoir à mon bureau pour mater des vidéos sur YouTube, j'ai ouvert ma fenêtre à nouveau pour vérifier si c'était vraiment le cas. Car en y pensant, ça ne lui ressemble pas de faire du sport à cette heure de la journée. Elle dit que ça l'empêche de dormir la nuit. Je me suis penché, et mon cœur a raté un battement. Cette fois, la porte de la cabane était grande ouverte, et j'étais maintenant sûr que c'était ma mère qui s'y trouvait. Enfin, c'était clairement sa silhouette qui se découpait dans la lumière de la pièce, mais je n'arrivais pas à distinguer nettement son visage. À ce moment, ce qui m'a glacé le sang, c'était sa façon de se tenir raide comme un piquet sur le seuil de la porte, en me fixant les yeux grands ouverts, figé dans une expression indéchiffrable, et pareil à 2 billes luisant à la lumière de la lune. Et puis, il n'y avait aucun son provenant de la pièce, seulement le silence poignant de la nuit. C'était beaucoup trop bizarre. Ma mère ne faisait jamais ce genre de blague. Je suis resté dans cet instant pesant quelques secondes, avant de retrouver l'usage de ma voix, et de lui demander qu'est-ce qu'elle faisait et est-ce qu'elle voulait rentrer. Elle n'a rien répondu, et est restée immobile. Moi-même, paralysé par une peur grandissante. Je suis resté quelques secondes sans bouger de ma fenêtre, avant de crier d'arrêter ça qu'elle me faisait peur. Puis j'ai fermé rapidement la fenêtre, mal à l'aise, avant de me décider à aller prévenir mon père. J'ai déboulé dans le salon, et je me suis stoppé net. Ma mère était tranquillement assise sur le canapé, dans sa robe de chambre rose, en train d'écouter des podcasts avec son casque à côté de mon père. Quand elle m'a vu, elle m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Bordel. Qui c'était dans la cabane alors? En Angleterre, on raconte souvent cette légende, pourtant peu connue, de Crying Sally. Sally Sandford, de son vrai nom, était une jeune femme de 18 ans qui s'était mariée en 1935 à un soldat français. C'était une jeune femme heureuse, belle et intelligente. Malgré son handicap, elle croquait la vie à pleines dents. En effet, elle était aveugle depuis sa naissance. En 1942, son mari partit au front combattre l'Allemagne nazie.
Ils se parlaient par lettres que la mère de la jeune femme lui lisait, avec toute la tendresse avec laquelle les messages avaient été écrits. Sally était heureuse et amoureuse. Mais un matin de mai 1944, alors qu'elle attendait le facteur, assise sur un banc devant chez elle, celui-ci lui annonça qu'il n'avait pas reçu de lettre pour elle. La jeune femme tomba dans une tristesse énorme au fur et à mesure que les jours passaient. En effet, chaque jour, puis chaque semaine qui s'écoulait, le facteur lui disait toujours la même chose, qu'il n'avait aucune lettre pour elle. Les journées devinrent monotones, et la jeune femme restait enfermée dans sa chambre, pleurant son mari, qu'elle pensait mort au combat. Personne n'arriva à la consoler. Alors un soir, dans un geste désespéré, elle prit le pistolet de service de son père, le porta à sa tempe, et tira, dans l'espoir, dit-on, de retrouver son mari au paradis. Quelques jours plus tard, le soldat français, finalement vivant, revint au domicile de Sally et apprit la triste nouvelle. On raconte aussi que, ne trouvant pas son mari dans l'au-delà, elle décida de redescendre sur terre dans l'espoir de le retrouver. On dit que chaque nuit, aux alentours de 3 heures du matin, il serait possible de la voir assise sur un banc en train de pleurer, et qu'elle disparaîtrait si on approche son fantôme de trop près. Selon la légende, il serait cependant possible d'entrer en contact avec elle. Pour l'invoquer, il faudrait se rendre sur un banc à 3 heures du matin, avec un bouquet de roses fanées, et dire « C'est moi, Sally ». Crying Sally apparaîtrait donc à vos côtés, habillée dans le style des années 40, portant un petit sac sur ses genoux. Elle tournerait la tête vers vous, du sang coulerait de sa tempe, et des larmes sanglantes couleraient sur ses joues. Elle vous poserait une question, en vous fixant de ses yeux vitreux. « Es-tu mon amour ? Es-tu mon doux amour ?» Vous devrez impérativement donner une réponse. Mais dans les deux cas, l'issue pourrait être fatale. Si vous répondez oui, elle vous demandera de la suivre et sortira de son sac soit un pistolet, soit un couteau, et elle vous tuera. Car pour qu'un amour soit éternel, il faut qu'il meure d'amour. D'autres disent aussi que Sally disparaîtrait en souriant. Mais ne pensez pas que vous vous en serez débarrassé pour autant. Elle reviendra à un moment ou à un autre pour vous emporter avec elle. On dit que le moment venu, vous sentirez une main prendre la vôtre et que vous serez brusquement victime d'un arrêt cardiaque. Si vous répondez non, l'issue sera tout aussi fatale. On raconte que pour punir ceux qui se sont moqués d'elle, elle les hantera jusqu'à la fin de leur vie. Le terme arrivant, vous vous en doutez, plutôt que prévu. On dit que ces personnes se seraient donné la mort, souvent 1 mois après. Un homme aurait raconté, 1 semaine avant son suicide, que pendant plus d'1 mois, il a vu le cadavre de Sally à longueur de journée. Celle-ci lui demandant sans cesse « Es-tu mon amour ? Es-tu mon doux amour ?» d'une voix d'outre-tombe. Il se rappelait qu'une nuit, alors qu'il allait s'endormir, il entendit la poignée de la porte de sa chambre tourner et vit apparaître, enveloppée d'une étrange lumière, Crying Sally, lui posant sa question. Il aurait dit aussi qu'il la voyait même dans son sommeil, qu'il assistait chaque nuit, en rêve, au suicide de la jeune Sally. L'homme se serait donc suicidé quelque temps après en s'administrant une dose mortelle de calmant, et serait mort d'une crise cardiaque. Certaines personnes, qui auraient tenté le rituel, lui auraient répondu « Je ne sais pas » ou « peut-être ». Sally serait alors disparue dans un cri strident. Mais certains racontent qu'il arriverait quelque chose de totalement différent, si vous entamiez cette démarche. C'est là que mon récit s'arrête. Je ne vous dirai rien de plus. À vous d'essayer, si vous en avez le cran. Vous croyez en la fée des dents ou à la petite souris? C'est la même chose. C'est une créature qui remplace les dents perdues contre des pièces. Il faut que l'enfant qui perd sa dent la place sous son oreiller, et la petite souris vient la remplacer par une pièce d'1 euro par exemple. Normalement, c'est la famille qui agit, car cette fée n'est pas censée exister. Mais croyez-moi, elle existe. Je le sais, car je l'ai vue. Il n'y a pas longtemps, mon fils Mathieu a perdu une de ses dents de lait. Il avait 6 ans, et avait un peu de peine. Il disait que sa dent ne repousserait jamais, qu'il sera moche pour toute sa vie. C'était drôle et attendrissant. On l'a rassuré, lui disant qu'il était le plus beau du monde,
et on lui a dit que s'il mettait ça dans son oreiller cette nuit, la petite souris viendrait la remplacer par un jouet, car on ne voulait pas lui donner d'argent à cet âge. Il était sceptique à cette idée, mais le soir venu, il l'a quand même fait. J'avais été chercher un petit camion de pompier. Il aimait beaucoup les véhicules avec des gyrophares. Et j'ai été dans sa chambre pour le mettre sur sa table de chevet et retirer sa dent. Sauf qu'il y avait déjà quelqu'un dans la chambre. Une créature, au corps de femme, avec une robe tachée de sang. Mais sa tête était celle d'un rat. La créature s'est retournée vers moi. Ses yeux de rat étaient rouges vifs. Elle s'est mise à se tordre bizarrement. Je pouvais entendre les craquements de ses os. Puis elle a disparu. J'ai couru voir si Mathieu allait bien. Et oui, il dormait profondément. Mon cœur battait très fort, j'avais eu tellement peur. Dans ma tête, je me suis mis à me dire que si je revoyais cette chose, je l'expédierais en enfer. Et à ce moment, j'ai entendu une voix me dire d'une voix grave et étrange, « On verra ». J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et de la peur que je venais d'avoir, et je me suis dit que j'avais imaginé tout ça. Et je suis allé me recoucher. Le lendemain, quand j'ai été me brosser les dents, j'ai remarqué que beaucoup d'entre elles étaient tachées de noir. C'était curieux. J'ai essayé de les brosser comme je pouvais, mais rien à faire. Ces taches ne voulaient pas partir. J'ai dû alors rester comme ça, avec une grosse tache noire. Pendant cette même journée, je ressentais des douleurs régulières au niveau des taches. C'était bizarre. Avant d'appeler le dentiste, j'ai été me regarder dans la glace. Et j'ai vu que des trous commençaient à se former au niveau des taches. J'ai alors paniqué, et je me suis demandé pourquoi j'avais ça. Et j'ai appelé le dentiste. Il m'a fait venir l'après-midi même, car c'était une urgence. Alors qu'il m'a dit d'ouvrir la bouche, il a poussé un cri d'horreur, et j'ai alors vu dans le miroir des vers qui sortaient de mes dents, qui étaient complètement pourries. Plusieurs d'entre elles étaient en morceaux. Alors que j'essayais d'expliquer au dentiste ce que j'avais vu dans la chambre de Mathieu, des vers sortaient de ma bouche et des dents tombaient. En plein dégoût, le dentiste m'a endormi, et il m'a opéré. Je me suis réveillé quelques heures plus tard avec des fausses dents dans la bouche. Il m'a montré un bocal rempli de verre et de morceaux de dents pourries et m'a dit de mettre ça sous mon oreiller, car la fée des dents viendra le chercher, et qu'ainsi, mon fils ne sera pas attaqué par cette créature. C'est ce que j'ai fait, et plus jamais, je n'ai revu cette chose.